Messieurs, dames. Voilà, nous allons tout de suite vous présenter les lettres Les temps fous de Marie-Noël. C'est ainsi qu'elle appelait les périodes de guerre. Je voudrais déjà présenter les excuses de Monsieur le Président du Conseil départemental, Patrick Gendreau, et puis aussi du Gaufret. Et également du Gaufret, Président du Conseil départemental, et Hugo Frey. Oui, vous n'hésitez pas. Donc voilà, nous vous présentons les lettres des temps fous. Et il s'agit de lettres que Marie-Noël a écrites entre les années donc 1914 et 1917. C'est tout un échange de courriers qui se faisait entre elle et son parrain Raphaël Perrier. Raphaël Perrier est son découvreur, c'est lui qui a bien montré au monde, finalement, au public, que Marie-Noël était un poète authentique et important. Donc, il a, dans la vie de Marie-Noël, dans la biographie de Marie-Noël, c'est, on peut dire, le personnage sûrement le plus important après sa famille. Alors, ce ne sont pas des lettres de poilus. Hein, il faut bien réaliser ça. Ce ne sont pas des lettres de poilus. C'est un échange de gens, d'intellectuels. Lui est en retraite. C'est un échange d'intellectuels. Et comme ils sont très, très cultivés, ils connaissent la géographie, ils connaissent l'histoire, ils connaissent la géopolitique, ils s'intéressent à beaucoup de choses, ils lisent beaucoup de choses, et donc c'est sous cet angle-là qu'il va falloir bien comprendre ces lettres. Ce ne sont pas des lettres de poilus. Il y a par ailleurs des personnages importants qui vont intervenir dans cette lecture. Je vais vous les décrire très brièvement. Henri, le frère de Marie-Noël, d'un an son cadet, donc il va faire toute la guerre à différents endroits, et il va donner de ses nouvelles de temps en temps que Marie-Noël rapporte à son parrain. Il y a les deux cousins germains Barras, Julien, bien entendu, et Louis. Louis Barras, donc, qui est médecin au front, et dont on va parler dans ces lettres d'une façon tout à fait particulière. Il y a bien d'autres personnages. Julien a épousé Méta de Médel, que dans la famille on appelle Méta. Donc à un moment vous verrez, il y a une de lettres qui parle de Méta. Méta est une princesse estonienne qui a épousé Julien, qui évidemment va être très impactée par la révolution russe qui survient pendant la guerre de 14. Nous écouterons tout ça. Et il y a Léon Noël. Léon Noël qui n'a rien à voir, donc au point de vue patronyme avec Noël de Marie-Noël, hein, voilà. Mais il se trouve que la famille Noël de Puisé est amie de longue date avec les Rouget. Et Léon Noël, qui est jeune homme au moment de la guerre, va être appelé, va aller faire la guerre, et on va le voir devenir un homme apte au commandement, etc. Et Léon Noël est quelqu'un d'extrêmement important. Il va après la guerre faire des études, il va être chef d'entreprise de grands groupes industriels, il va faire de la politique, il sera député, il sera secrétaire au ministère des Affaires étrangères, et à ce titre-là, vous voyez, c'est pas rien, à ce titre-là, le 18 juin 1940, donc 20 ans plus tard, il sera dans la forêt de Rotonde, le représentant de la France au titre des affaires étrangères, donc pour la signature de l'armistice auprès d'Hitler et compagnie. Vous voyez, c'est lui qui était là, qui a représenté la France. Donc quelqu'un de très important. Et puis bien sûr, il va partir en résistance, il va rejoindre le général de Gaulle à Londres, c'est un compagnon de la Libération, et c'est un proche du général de Gaulle, et c'est lui, il est d'autant plus important, c'est lui qui va faire connaître au général de Gaulle Marie-Noël en 1955, à propos d'un poème qu'on aura l'occasion de voir, ce poème Message. Et quand de Gaulle a découvert ce poème, il dit c'est pas possible, il faut que je connaisse cette dame, etc. Et, tout. Et là il y a une grande amitié, une grande admiration réciproque qui est née
voilà, l'importance de Léon Noël, qui sera aussi ambassadeur de France et le premier président du Conseil constitutionnel en 1958. Donc vous voyez, quelqu'un de très important. Et là, on le voit passer de l'adolescence finalement à quelqu'un, à un homme durci par la guerre. Voilà, alors, autre aspect extrêmement important pour bien profiter de cette lecture de lettres, c'est que, donc, Marie-Noël, en 1914, c'est pas la petite grand-mère qu'on a l'habitude, dont on a l'habitude d'avoir à l'image, c'est une jeune fille, une jeune femme de 30 ans, qui évidemment, voit partir tous les gens de son âge, tous les jeunes de son âge autour d'elle partir, ses frères, ses cousins, etc., à la guerre. Et donc voilà, elle a 30 ans, mais elle va trouver dans cette période funeste, elle va se trouver la patriote, cette Jeanne d'Arc qu'après on va connaître, et qui se découvre donc une véritable Jeanne d'Arc, et qui va nous donner des poèmes qu'on appelle ces poèmes de guerre, qui sont absolument magnifiques. Vous en aurez quelques extraits là tout à l'heure. Voilà, ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, ce ne sont pas des lettres de Poilu. Marie-Noël a 30 ans, elle n'est pas encore publiée, elle n'est pas encore connue du grand public. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur le Président. Août 1914, Marie-Noël adresse une prière à la Vierge. Je vous lis le début. Vierge Marie, habitante de France, en tant de lieux, tant de nobles maisons, entends-tu pas le tocsin, quelle transe, sonner la guerre à tous nos horizons? Entends-tu pas, comme nous, à l'armée, dans nos foyers, nos usines, nos champs, la cloche en pleurs, ramasser notre armée? Nos fils s'en vont. Entends-tu pas leur chant? Ah, ben oui, alors puisqu'on est au mois d'août, moi j'ai une lettre du 17 août 1914, écrite à Auxerre. Alors, oui, j'ai une lettre du 10 août, Daniel, oui. Avant, ouais. J'ai une lettre du 10 août qui est probablement la première depuis la déclaration de guerre. Ça doit être très, très intéressant. Auxerre, le 10 août 1914. Mon cher parrain, nous sommes tous, hommes et femmes, si occupés de besognes pressantes. Travail pour l'armée, œuvre de protection contre la misère publique, etc. Que vraiment nous n'avons plus ni le temps ni le goût d'écrire, et qu'il ne faudra pas m'en vouloir de mes silences quand vous les trouverez un peu longs. Que vous dirais-je d'ailleurs? De nouvelles, nous n'en avons ni plus ni moins que vous.
d'impression. Nous vivons trop vite pour nous arrêter à aucune d'elles. Nous nous laissons aller au courant de la journée, de souci en souci, de besogne en besogne, de crainte en espoir, ballottés de ci, de là, par les circonstances, employés sans repos à 1000 petites tâches successives, sans savoir où nous en sommes. Et à chaque jour suffit sa peine. Voici en gros les positions de toute la famille. Pierre et Antoinette sont à la maison. Pierre attend d'être incorporé dans quelques jours dans les services des hôpitaux militaires. Il restera probablement à Auxerre, qui semble ville désignée pour recevoir un très grand nombre de malades et de blessés. On y a préparé à cet effet de très importantes ambulances dans toutes les écoles et autres établissements publics. Louis Barras a été appelé à Neufchâteau pour servir aux ambulances de première ligne. On ne sait pas actuellement où il est, ni où se trouve Julien. Meta reste à Périgueux avec sa petite et sa bonne. Elles sont là tout à fait en sûreté. Et Henri. Il est parti hier avec le 204e pour une destination inconnue. Nous l'avons reconduit à la gare et en l'embrassant une dernière fois, nous lui avons laissé dans les bras 8 litres de vin pour son escouade. Tous ces jeunes gens étaient si braves, si gais, si décidés, que nous ne pouvions pas leur montrer de tristes figures. Ce moment a été dur, surtout pour maman. Des trains passent sans interruption en gare d'Auxerre. Ceux du midi arrivant enguirlandés de fleurs au chant de la Marseillaise. Ce chant est si puissant que nous l'entendons de notre maison, bien que la gare soit assez éloignée. Quand vers le soir, portés par le vent, il nous arrive, mêlés aux sifflets lugubres et longs des machines de l'Orléans, nous frissonnons de tristesse et d'espérance. Hier, quelques prisonniers allemands ont passé à Sens, devant des trains régimentaires. Les officiers français ont rappelé à leurs hommes ce qu'ils devaient au malheur et ont été aussitôt compris. Les prisonniers ont été accueillis par le plus grave et le plus respectueux des silences. Ceux qu'on a pris en Belgique sont encore stupéfaits de s'être battus contre des Belges. On leur avait fait croire, au contraire, qu'ils allaient défendre la Belgique contre les Français envahisseurs. Ils croyaient se battre pour le droit, et c'est eux qui l'ont violé. Ce mensonge du gouvernement allemand à des peuples soulève ici une indignation sans mesure. On se demande si, quand l'Allemagne saura la vérité, elle ne se soulèvera pas contre ceux qui l'ont menée à la mort par une traîtrise. Je fais des vœux pour la République allemande, bien qu'elle soit encore loin d'être mûre, que c'est presque une folie d'y songer. Tout le monde ici a déploré la mort stupide de Jaurès. Quelques-uns disent que c'est les Allemands qui ont tâché par ce crime de soulever en France la révolution sociale. Que ne dit-on pas? Et que dit-on de vrai? Cette mort m'a semblé à moi d'autant plus douloureuse que la plupart de ceux qui, à une autre heure, se seraient recueillis longuement devant elle,
n'en ont pas eu le temps. Un moment après cette pénible nouvelle, le tambour annonçait en ville la mobilisation générale. Une émotion a instantanément chassé l'autre. Êtes-vous au courant des 3 démarches infructueuses de la papauté auprès de l'empereur d'Autriche au moment de ces semblants de pourparlers qui nous ont donné tant d'espoir? Ici, nous sommes aussi unis. Et s'il y a quelque chose de beau dans la pensée unique qui réunit toutes les armées dans la même vaillance, c'est beau aussi que cette fraternité de nos vieux paysans qui ont mis en commun tous les travaux de la moisson, si bien que les femmes abandonnées viendront, comme d'habitude, au bout de leur ouvrage. Je vous quitte. Nous sommes pleins d'espérance. Tant le peuple de France est grand de son droit et fort de ses alliances. Papa, comme vous, se souvient de 1870 et trouve aujourd'hui notre vertu bien supérieure. Et maintenant, à la grâce de Dieu, je vous embrasse de tout cœur et tout le monde se joint à moi. Bon courage, votre filleule qui vous aime bien, Marie Rouget. Oui. Alors, dans la ligne de tout ça, cette lettre, quelques jours après, Auxerre, 14 août 1914. La vie suit son cours presque normal. On s'habitue à l'angoisse. Malgré la terrible avancée qui nous menace les uns ou les autres dans ce que nous avons de plus cher, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une joie immense à la vue de cette beauté morale de notre peuple, que nous n'avions jamais si bien aperçue, que nous ne soupçonnions même pas. Ces beaux rêves de justice et d'amour, si chimériques, semblait-il aux gens qui ne se parent pas de poésie, ces grandes idées de droit et de sacrifice, on les croyait à peu près stériles dans quelques rares cervelles. Et les voilà qui sanctifient toute une nation, plusieurs nations, dans ce qu'elles ont de plus élevé et dans ce qu'elles ont de plus bas. Et pourtant, quand je pense à Henri, à Léon Noël, je redeviens peureuse, douloureuse. C'est affreux cette guerre. Et oui, et le 28 août, elle écrit comme la Prusse a déshonoré, elle, cette vieille Allemagne sympathique, des poètes et des penseurs. Qu'en a-t-elle fait, mon Dieu? Une grande cité industrielle, sans doute une énergique forteresse, mais l'autre, l'ancienne, était plus belle et meilleure. Je la regrette, et je voudrais qu'elle renaisse un jour. Est-ce possible un jour, maintenant que tant d'orgueil l'a pénétrée? Toutes les doctrines d'amitiés universelles font relâche. Ici, à la maison, nous logeons depuis 2 jours 15 réfugiés. Tous ces pensionnaires resteront ici jusqu'à ce qu'ils puissent retourner à l'endroit où fut leur maison, à moins qu'ils ne soient chassés avec nous encore plus loin, si les forces militaires se développent dans nos régions. Une grande bataille, dit-on, est engagée sur la Marne. Si nos troupes reculent, nous devrons peut-être nous disposer au départ. Nous avons quelques paquets de prêts, à tout hasard, mais nous comptons bien ne pas nous en servir. L'aspect de notre ville est assez inimaginable. Ce n'est plus qu'une vaste hôtellerie, où toutes les misères voisines, où toutes les bienfaisances accourent. Auxerre, 14 septembre
1914. Nous avons ici tant de malheureux, tant de tristesse. Depuis hier, les blessés remplissent nos hôpitaux. 2 sont morts. Notre Auxerre se conduit bien et s'est bien conduit. Hier, comme la paroisse Saint-Eusèbe sortait des vêpres et que la foule ordinaire des dimanches, femmes en toilette, gamins et autres flâneurs, circulait, pressés dans la rue du Temple, le convoi d'un soldat inconnu a passé. Alors, d'un seul mouvement, les gens qui sortaient de l'église, les promeneurs, femmes et petits-enfants du même mouvement, ont tous suivi. Et quant au bord de la fosse, le général qui conduisait le deuil s'est retourné vers le cortège. Il a eu sur le visage une expression d'étonnement en voyant les allées du cimetière remplies d'une foule endimanchée qui pleurait, comme si tout le monde ce jour-là avait perdu un de ses proches. Pourvu que les nôtres soient assez forts, pourvu. Ils ont été assez forts, ils nous ont sauvés, ils ont peut-être sauvé la France. Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux femmes d'Allemagne, dont chacune avait à la bataille, comme nous autres. L'une un précieux garçon, l'autre un bien-aimé. Elles seront plus désespérées que nos mères en deuil et que nos veuves, car les nôtres ont au moins pour se fortifier dans la douleur le cordial de l'honneur, le vin de la gloire. Ici, je garde un profond silence, sauf avec papa qui pense comme moi du bien, du cœur de l'Allemagne et du mal, beaucoup de mal, de son parti militaire. 4 jours plus tard, 18 septembre, c'est ainsi que nous avons joyeusement fini une triste journée. Nous étions allés, maman et moi, à l'enterrement d'un de nous blessés. Les rafales d'automne, le temps bas, le cimetière silencieux, avec sa grande file de fosses ouvertes d'avance pour nos martyrs, tout cela nous pesait sur le cœur. Nous nous faisons un devoir à la maison d'assister les uns ou les autres à tous les enterrements de soldats. Beaucoup de maisons en font autant, si bien que nos pauvres chers morts sont toujours accompagnés, comme ils le seraient dans leur pays, par les larmes et les prières de toute une famille inconnue. Super. Ah oui. Super. Alors. Oui. J'ai retrouvé une lettre du 22 septembre 1914 et elle dit le talion pourrait mener loin. Dent pour dent, c'est presque paisible, mais cathédrale pour cathédrale. En ont-ils seulement une aussi belle que cette merveille de Reims? Qu'ils sont bêtes. Elle était à eux autant qu'à nous. Elle était à tout le monde, comme tous les chefs-d'œuvre de l'art humain. Et ils en ont privé leurs enfants comme les nôtres. Au moins, conservons-nous les leurs. S'ils en ont quelques-unes de ces belles églises, puisqu'ils ne veulent rien comprendre et qu'ils mutilent, conservons-nous Cologne, Aix-la-Chapelle, oui, si nous allons triompher par là. Bien sûr. 29 septembre. Nous avons de bonnes nouvelles d'Henri. Il est en ce moment à l'hôpital de Soissons où il transporte et soigne des blessés sous un bombardement continu. 3 brancardiers ont été tués dans la cour même de l'hôpital. L'emploi n'est pas sans risque, ni nous sans crainte. Pendant la nuit, je ne sais laquelle, de 9h à 3h du matin, il a transporté des blessés sous les projecteurs ennemis. Pour traverser l'Aisne, il passait avec la civière sur des planches, le pont étant rompu. Brrr,
J'en ai le vertige rien que d'y penser. Enfin, il est sain et sauf. Pour combien de temps? Et Auxerre, 7 octobre 1900. Ah oui, parce que tu sais, quand j'entends comme ça Marie qui tremble en pensant à son frère, ça me fait penser à une autre Marie, dans une belle chanson de devinez. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Vous avez bien écouté cette chanson-là. Je l'ai apportée. Étonnant. Tu connaissais Gabriel, bien que Johnny, quand il veut nous émouvoir, il sait bien le faire aussi. Et là, je vous invite à écouter cette chanson, Marie. Écoutez bien les paroles. C'est ce poilu qui est en train de penser à sa Marie, ce poilu qui a été blessé, qui sait très bien qu'il va mourir. Il pense à sa Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouir mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, 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 oh. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour. Il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. Oh, 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 oh. Promis sa dernière danse. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver.
tu sais, tu avais raison. Bravo Jean-Claude. Bonne idée, là, franchement. Ah, là, franchement. Oui, tout à fait, oui. Quand même. En tout cas, bon, je peux peut-être enfin caser ma lettre du 7 octobre 1914 au Cerf. Nous avons été visiter dimanche l'hôpital de Pierre. Les malades vont bien, sauf un qu'on a enterré hier. Bon, la cérémonie était bien touchante. Les infirmiers arrangeaient si précieusement le cercueil du mort, et ses fleurs et ses couronnes, on aurait dit qu'ils le soignaient encore. Quoique ce ne soit pas l'usage dans les autres hôpitaux, tous les blessés un peu valides suivaient le convoi en robe de chambre, en pantoufles, la tête ou les mains bandées, l'un traînant la jambe, l'autre portant un bras en écharpe. Il y avait aussi les femmes des blessés qui habitent la ville où elles se sont installées et qui viennent chaque jour travailler et causer au chevet de leur époux. Un zouave marchait devant moi avec la sienne, une personne chic à la jupe fendue, et bien que ce soit plutôt une tenue de mariage que d'enterrement, ils s'en allaient bras dessus, bras dessous, serrés l'un contre l'autre. La petite femme là n'a lâché son zouave qu'à l'église, et encore. Ils avaient peut-être bien un peu de peine pour celui qui s'en allait en terre, mais surtout une joie immense à se sentir tous les deux vivants, tous les deux ensemble, pour des temps indéfinis. Il n'y avait plus devant eux ni mort, ni guerre. On tient à écouter celle-ci. 1915, là, je crois. Ah oui, on est en 1915. Écoutez celle-ci. Alors là, c'est Marie-Noël d'une détermination. Au Cerf, le 15 mai 1915. Est-on bien sûr que la victoire des Alliés se présentera de telle sorte qu'ils pourront remanier à leur aise le monde européen sans que l'Allemagne ait très forte voix au chapitre? Vous me reprochez de m'acharner à composer des poésies patriotiques. Ah, mon cher parrain, que vous êtes loin de moi. Vous m'incitez à vous donner des œuvres neutres, non confessionnelles. Cher ami, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu neutraliser mon cœur. Je n'ai pas pu laïciser mon âme. Je ne savais pas que mon pays me tenait tant à la peau. Je suis patriote en ce moment-ci et religieuse. Vous voilà fixé sur ce qu'on peut attendre, comme toujours, de moi, ou plutôt de ce qu'on ne peut pas en attendre. Je découpais les pages dans ce recueil, Les chants de la merci. J'ai trouvé ce texte, Chant de la Passion, adressé aux morts de la Marne. La Passion de Jésus-Christ, il est bon de l'entendre. 4 apôtres en ont écrit pour nous la faire apprendre. La Passion de nos petits, qui nous la pourra dire? De nos petits qui sont partis pour souffrir le martyre. Dans le matin, ils ont cherché loin, bien loin, quelques croûtes, et puis tout le jour ont marché, sans connaître leur route. Au tomber de la nuit, rêvant à quelques toits qui fument, ils ont eu pour abri le vent, pour couvre-pied la brume, pour lampe une étoile qui luit, pour lit la terre dure.
La pluie a coulé vers minuit le long de leurs figures. Mais nos hommes sont notre mur. Nos hommes devant elles ont tenu bon, ont tenu dur. L'ennemi les martèle. Nos hommes sont notre rempart, et l'ennemi les broie. Ils foncent sur eux de toutes parts pour atteindre sa proie. À droite, à gauche, ils foncent, ils mordent, reculent, recommencent. Serrés, nos hommes, à la mort barrent la plaine immense. Ô Dieu, les balles ont percé leur cœur, leur front, leur face. Le canon les a renversés, et nul ne les ramasse. Leurs bras, leurs jambes, de leur corps sont tombés membre à membre, comme le bois des arbres morts tombe d'eux en décembre. Leurs têtes pâles ont roulé par terre dans la boue. Le sang de leur vie a coulé par terre, sous leurs joues. Le fossé maigre s'est repu de tout ce sang superbe. Longuement la terre l'a bu pour s'en faire de l'herbe. Ah, campagne, rassurez-vous maintenant. Ô nos villes, n'ayez plus peur. Chants de chez nous nos blés, poussez tranquilles. Nos morts nous ont sauvés. Nos morts, notre cher bien-aimé, que voilà par terre. Nos forts, nos petits, notre armée. Devant eux qui sont morts pour nous sans que rien les arrête, venons, mettons-nous à genoux. Penchons sur eux la tête. Essuyons avec nos cheveux leurs pauvres fronts, leurs paumes. Versons tout notre amour sur eux, afin qu'ils les embaument. Baisons leurs mains, leurs pieds, leurs seins, leurs faces sont dolories comme on fait le vendredi saint au fils mort de Marie. Car tous nos hommes, tous nos fils, aujourd'hui, venez femmes, c'est eux qui sont nos crucifix, c'est eux, nos sauveurs d'âme. C'est bien Marie. Hein. La voilà, hein, la Jeanne d'Arc d'Auxerre. Ses voix à elle lui ont dicté ces vers d'une beauté sublime. Et le 23 mai 1915, elle écrit, comme tu disais, « Je suis patriote et religieuse. » Vous lisez, rempli de haine et de violence. Est-ce mal faire de condamner le mal? N'est-ce pas cela que vous auriez voulu que fissent le pape et Wilson, ces neutres que vous abhorrez? Vous ne distinguez plus au milieu d'un tout petit monde de disputeurs qui tirent à soi chacun de son côté l'âme de la France, au risque de la déchirer. En tout cas, il y a 2 points sur lesquels je suis et serai toujours entièrement de votre avis. C'est que la haine et la violence, quel que soit leur objet, ne sont que des faiseurs de ténèbres. Oui. Et Auxerre, le 10 juin 1915. C'est vrai que je souffre dans les autres, comme si j'étais eux. Mais quand même, j'ai honte parfois d'avoir une vie si tranquille pendant un tel orage. Et c'est de bon cœur que j'unis maintenant ma patience et mes petits malaises de rien du tout à la grande endurance de la nation. Chacun apprend à être pauvre. Henri s'annonce en permission. Ah. Joie générale. Troublé par la crainte qu'un de ces événements infimes et terribles, comme il s'en passe tous les jours sur le front, ne vienne anéantir notre espérance à la veille de se réaliser. 4 ou 5 jours sont longs dans ces pays-là, si près pour tant d'hommes du pays éternel. Enfin, fermons les yeux de l'imagination, et attendons au calme. Ah, mes amis, voici Marie à la campagne, chez sa nourrice, dans le Morvan.
Elle y va de temps en temps, malgré la guerre. Ça doit être intéressant. Blanet par Sermizel, Maison-Château, le 19 août 1915. De vos lettres, comme des réflexions bien plus critiques de papa, je tire toujours quelques petites graines dont je nourris silencieusement ma pensée. Ainsi font les racines qui, de la terre, ne sucent que le meilleur pour elles. Une goutte à peine, dont elles se font de la sève. C'est pourquoi, et aussi parce que je suis pacifique à l'extrême, que je n'aime pas entrer en discussion. Mais j'accepte volontiers les raisons des autres, et j'en fais mon petit profit. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Pas plus que vous, je n'admets le divorce de l'esprit et du cœur. Rassurez-vous pour les vrais croyants, là où est Dieu, il aide. Je crois que vous traduisez très librement, un peu trop librement ma pensée, en m'attribuant un enthousiasme que je n'ai jamais eu pour la guerre pacificatrice. Je n'ai même jamais pensé qu'un tel assemblage de mots puisse exister. Au début de la guerre, l'admirable élan par la mobilisation de tous les jeunes hommes de France, dans l'oubli du danger, des intérêts personnels, des affections les plus attachantes, vers le sacrifice consenti de tout ce qu'ils aiment, de tout ce qu'ils étaient, à la cause nationale, à la cause humaine, devrais-je dire, de la justice et du droit, voilà ce qui m'avait transporté d'une sorte de joie. Les Français étaient-ils donc si grands, si beaux? Et nous ne le savions pas? Et nous ne l'avons pas bien vu encore. Je me suis peut-être emballée trop vite. Je me suis peut-être trompée. Mais mon cœur bat encore quand je songe à ce départ unanime de toute la France. Ce départ si calme, si assuré. Ah, voilà sa sœur de lait qui lui fait quelques réflexions. Par Mélie et par d'autres, je constate qu'en ce coin arriéré du Morvan, la guerre ne trouve que la plus totale indifférence. Les Français, les Prussiens, les Alliés, la défaite, la victoire. Qu'est-ce que tout cela? Mais dans les jardins de Blanet, où elle a retrouvé une certaine quiétude, elle a bien dû s'occuper des roses de sa sœur de lait, Mélie. Mais les roses de Picardie, c'est la Fournaise qui s'en occupait. Et ça a inspiré une belle chanson aux soldats anglais. Oui, celle-là. Rose de Picardie. Et les roses
Blanet, 2 septembre 1915. Cette voix, Saint Jean la recueille dans une phrase de son évangile dont vit toute ma religion. Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous aime. Tout est dit là. Mon commandement, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a pas d'autres. Plus la guerre dure, plus je me persuade qu'elle modifiera bien des idées en transformant bien des choses. On connaît la suite. Les poètes voient loin et juste. L'année 27 septembre 1915. Je ne vous parle pas de la guerre. Je ne peux plus. C'est la faute des paysans de Blanet. Vous savez combien je me change vite en ceux qui vivent autour de moi. De ceux-ci, j'ai pris, en face de nos épreuves, la passivité et le silence. La guerre, on l'endure. On n'en parle pas. Puisqu'on parlait des paysans, j'ai trouvé dans les chants d'arrière-saison un poème que vous connaissez peut-être, La Bride. Mon bon cheval de charrue, ton maître est parti d'ici pour la bataille. Allons, hue, toi faut t'en aller aussi. Pas par là, prends la route, laisse aujourd'hui le moulin, laisse la prairie où broute au bord du rue ton poulain. Voilà la moisson mûre et personne à l'ouvrage. Le temps est lourd. Ce soir, nous aurons de l'orage. Nous n'allons pas sur la côte ramasser le blé fauché, ni pour le lundi sans faute porter du beurre au marché. À la ville je te mène, pour qu'après, je ne sais où, je ne sais qui, dans la plaine, te conduise à l'endroit fou. Voici la voie mûre, et personne à l'ouvrage. Le ciel se couvre, il vient par ici de l'orage. Va, ma belle, à ta corvée. Paix, là, pourquoi t'en courir? Paix! Tu seras arrivé toujours à temps pour mourir. Plus tu trottes, plus j'avance, plus arrive le moment de te laisser sans défense. Toi mon aide, ma jument. Le sarrasin brunit, et personne à l'ouvrage. Ah, ce mauvais nuage à droite, c'est l'orage. La ville approche, la ville le long du chemin de fer, où puisque c'était utile, on m'a pris mon homme hier. Plus tu trottes, plus la place approche, plus vient l'instant de retourner seul, hélas, à l'ouvrage qui m'attend. La betterave avance, et personne à l'ouvrage. Les hirondelles rasent la terre. C'est l'orage. Nous avons longtemps ensemble gagné notre vie. Adieu, c'est fini. Du brouillard tremble au soleil devant mes yeux. Mon homme
a pris cette rue hier, tu la prends aussi. Il me reste la charrue. Qu'est-ce qui me brise ainsi? Déjà, le chaud me sèche. Et personne à l'ouvrage pour les labours d'automne. Il tonne. C'est l'orage. Quel deuil me prend? Quand j'y pense, tu n'es qu'un pauvre animal. Plus tu trottes, plus j'avance, plus le cœur me fait mal. Déjà, le raisin tourne et personne à l'ouvrage. Une goutte qui tombe, une autre. C'est l'orage. C'est tout le cœur d'or de Marie-Noël. Le cœur d'or. Je connaissais, Daniel, cette poésie. Et elle m'a fait réaliser quelque chose d'important. Je pensais, nous tous, nous pensons bien au père, au fils, au mari qui s'en va à la guerre. Mais Marie, elle pense aux chevaux, à ces pauvres chevaux qu'on arrache à leur ferme. Et on voit là dans ce beau poème cette paysanne qui est toute seule dans sa ferme et à qui on demande aujourd'hui de mener à Auxerre, au centre de réquisition des chevaux sur la place du Casino, la seule aide qui lui restait. Pathétique. Et les grands blessés arrivent à Auxerre, ils affluent. Le service de maman devient très chargé. Maman ne tient pas à me mettre en avant si on trouve d'autres femmes plus robustes. Mais il est convenu avec elle qu'en cas de besoin, je marcherai. Et quand je la vois rentrer le soir avec une pauvre figure, bouleversée, et les yeux épouvantés, je comprends tout de suite ce qu'il en est, et nous sommes malheureuses toutes les deux. Ce sont nos deuils de famille. Et quand j'ai plié une 60aine de draps avec le soldat Linger, cet homme fort me regarde avec pitié et réclame une autre auxiliaire. Cet hôpital où nous allons, maman et moi, n'est pas un hôpital de société, Croix-Rouge ou Femmes de France. C'est un hôpital militaire dont le service est entièrement fait par des hommes mobilisés. Mais comme il est bien insuffisant, un certain nombre de dames acceptées par l'autorité militaire sont admises dans les salles quelques heures par jour, au moment des repas principalement, pour accélérer le service et assurer par 1000 détails la propreté qui faisait défaut. Elles rendent aussi aux malades bien de menus soins dont ne s'aviserait pas un homme et leur tiennent compagnie quand les blessés sont très malades. Elles sont extrêmement utiles et c'est beaucoup d'ouvrage alors pour elles. Auxerre, 2 novembre 1915. Le pardon sans le repentir ne saurait régénérer. Mais comment faire naître ce repentir? Si j'avais une voix assez haute pour être entendue au-delà du Rhin, c'est à cette œuvre si difficile que je voudrais la consacrer. Mais serais-je comprise? Auxerre, 8 janvier 1916. Aujourd'hui, nous sommes très heureux à la maison. Devinez qui nous avons avec nous. Le sous-lieutenant Noël en personne et en superbe uniforme bleu ciel. Il est venu passer quelques heures ici pour nous voir et tâcher de retrouver quelques camarades de son ancien régiment. C'est parce que c'est nous, dit la tante Marguerite, qu'elle a bien voulu nous le prêter.
Comme c'est gentil à elle et à lui. Auxerre, 25 février 1916. Il neige fort. Toute la matinée, derrière les vitres, nous l'avons contemplé dans une grande angoisse, songeant à nous blesser des hauts de Meuse, sur qui peut-être elle tombait. Elle allait sans doute les ensevelir avant le secours tardif. Et nous aurions voulu la retenir toute ici, loin d'eux, sur nos routes et sur nos terres. Quelle souffrance pour nos hommes, ajoutée aux autres. Les temps sont durs. Oh oui, j'ai trouvé dans les chants de la Merci un poème extrêmement émouvant. En fait, c'est un Stabat Mater Dolorosa. L'heure m'éveille. Il est minuit. Mon Dieu, peut-être cette nuit, mon fils, à cette heure, est mort. Il gît peut-être pour toujours dans sa souffrance sans secours, pendant que sa mère dort. Il gît dans ses amis sanglants, quand chez nous il a des draps blancs et son lit pour y guérir. Il meurt tout seul, pendant qu'il a dans sa maison moi que voilà, sa mère, pour le chérir. Que dirais-je? Mon cher petit, c'est pour mourir qu'il est parti. Pour mourir, je l'ai donné. Qu'ai-je fait quand il s'en alla? Je l'ai moi-même ce jour-là, à la mort, abandonné. Marie, ô reine des douleurs, toi qui t'y connais en malheur, pitié du ciel, mère aussi. Toi qui, plus heureuse autrefois, assista ton enfant en croix, debout, 3 heures durant. Le mien meurt, sans amour, sans soin, il meurt sans moi. Mère, ah du moins suis-le, toi, mon fils mourant, va l'aider, je ne peux plus rien. C'est dans la gloire, je sais bien qu'il tombe en train de courir, je sais bien c'est pour le drapeau qu'il meurt. Mais même quand c'est beau, c'est toujours dur de mourir. Va, mets-lui ton sac pour appui sous la tête, mère, et sur lui, ramène son manteau bleu. S'il pâme, couché sur le dos, pour qu'il trouve un peu de repos sur le flanc, retourne-le, rassure-le. C'est un héros, c'est en chantant la fièvre aux os qu'il courait à son devoir, je sais bien. Mais la mort venant, peut-être il a peur, maintenant qu'alentour tout devient noir. Reçois-le dans ton paradis, puisqu'il n'a plus d'autre logis pour se reposer en paix. Tu l'auras. Moi, je n'ai plus rien. À présent que le voilà bien, mère, ah, ne me laisse pas. Ne me laisse pas là, dehors, là, toute seule avec les morts qui gisent pareils à lui. Nos fils, les voilà. Les douleurs de notre enfantement, nos pleurs, notre espoir, notre souci, notre peine de chaque jour, nos veilles, nos soins, notre amour, les voilà par terre ici. Aide-nous, Marie, en pleurant. Le chagrin du monde est si grand. Je ne sais me tourner. Aide-nous toutes. Dans le deuil maintenant, jusqu'au cercueil, il nous faudra séjourner. Nos fils ne sont plus. Désormais, dans la victoire, dans la paix, toutes, chacune en son lieu. Cœur noir par les morts envahis, nous aurons le deuil pour pays. Aide-nous, Marie, Mère de Dieu.
cette Marie était patente. Tout à l'heure, avec le chant de la Passion, elle est au milieu du combat. Elle est sur le champ de bataille. Elle nous décrit tous ses fils, tous ces jeunes hommes qui meurent, comme si c'était le général qui commandait. Et là, dans ce chant de la compassion, elle se met à la place d'une mère comme si elle-même avait eu des enfants, ce qu'elle, évidemment, n'a pas été le cas. Et c'est avec une telle justesse qu'elle le fait. Regardez, écoutez, vous avez entendu ce détail. Mets-lui son sac sous la tête. Relève son manteau. Ramène son manteau sur lui. Et s'il est sur le flanc, retourne-le. Mais c'est d'un réalisme fou. Hein, elle me... Puisque nous voilà au chapitre littérature de guerre. Ah non, c'est pas moi qui... Ça m'a changé, je crois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la lettre du 9 mars 1916. Puisque nous voilà au chapitre littérature de guerre, oserais-je vous faire part d'une opinion à moi qui, pour être saugrenue, n'est du moins pas du tout genre de lettres. C'est que jusqu'à présent, ce qui me semble le plus représentatif de la France en guerre, c'est le roman feuilleton des journaux de concierge. Je suis avec beaucoup d'intérêt ceux du Petit Parisien. Il y a là-dedans un peu de tout. La face légendaire de certains faits, de certains types, la réalité saisie sur le vif de certains autres, l'humeur des tranchées, les colères, les haines, et aussi les miséricordes. Il y a là-dedans de ces infirmières qui pardonnent à jet continu. Il y a le poilu obscur, il y a le héros héroïque, le mauvais gars qui se rachète, il y a le traître qui joue un grand rôle, et parfois, quand l'auteur a du talent, il y a de belles situations et de belles idées. Ah ouais. Alors, au 16 mars 1916, j'ai retrouvé mes trois petites vieilles. Ah, ce sont elles qui récitent leur chapelet devant les saintes vierges les plus miraculeuses, tout en comptant leurs prières pour ne pas en oublier. Une pour le général en chef, une pour les soldats, une pour le petit d'une telle, une pour le mari de tel autre, une pour les blessés, une pour les morts, une pour la victoire, et pour finir, une pour les Allemands, afin qu'ils se convertissent. 3 jours plus tard, 19 mars, les Russes ont donc pris leur Bastille. J'ai toujours compté que se battant avec nous pour la cause du droit, ils recevraient leur propre droit en récompense, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. L'horreur est grande et puissant, le drame qu'ils jouent. Rien n'y manque, pas même le détail poignant et réaliste, cette rougeole des enfants du tsar, comme le mal de dents de Vronsky dans Tolstoï, et le trait révélateur d'homme. Ce Protopopov médecin qui évoque l'onde de Raspoutine pour inspirer sa politique. Ah, il faut aller à Pétrograd pour trouver ça. Quel dommage que le vieux Tolstoï soit mort et que personne après lui ne puisse réécrire Guerre et paix. Je souhaite à la Révolution longue vie et sagesse. Sagesse. Et alors, tiens, Tolstoï, la révolution russe. Moi, ça me fait penser au docteur Givago. J'ai Qui a Lara. Omar Sharif. Omar Sharif. Évidemment, bien sûr. Oh là là. Tu veux dire la chanson de Lara? La chanson de Lara. Lara sur son traîneau qui s'en va dans les grandes plaines de Sibérie neigeuses. Allez, on l'écoute. Oui, d'accord. Un jour Lara, quand le vent a tourné,
chansons que chantaient les soldats. C'était si bon, serré entre tes bras. Au bord des pleurs, tu souriais là-bas. Oublions-la, la guerre, la peur, le froid, le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà un jour là-bas, quand tournera le vent, un jour là-bas, ce sera comme avant. Très bien. Bon, alors, On progresse. parce qu'on arrive au 6 avril 1916. Ah oui, ah oui. Alors, 6 avril 1916, l'infirmière en moi a tué la faiseuse de littérature. Je ne serai plus poète que rarement. Ce n'est pas que ce soit un bien grand malheur. Oh, merci. Bah non, c'est elle qui le dit. Marie. Le 19 juin, elle nous dit « Il y a allemand et allemand. En connaissez-vous » Nous en connaissions 3, dont 2 intimement. L'un des 2 a rompu net avec nous quelque temps avant la guerre, d'une façon assez inquiétante. Quoique nous puissions supposer, l'hypothèse est pénible pour nous. Le second nous a fait donner de ses nouvelles par l'Italie au début de la guerre. Celui-là nous inspire pleine confiance et toujours même sympathie. Il a perdu le plus précieux des siens à la guerre. Il sera ruiné. Il est malade. Et nous avons bien de la peine pour lui. J'aimerais le revoir. Ah, Vézelay, 8 octobre. J'ai appris d'une jeune élégante de Vézelay le secret du chignon dernier cri. Ah, rien de nouveau chez nous. Nous avons eu des nouvelles d'Henri actuellement à Thiaumont. Il fait un tableau terrible de la vie désolée des poilus, à cet endroit-là où il n'y a même plus de tranchées. Les hommes logent par un, 2 ou 3, dans les trous d'obus, selon la grandeur de l'appartement. Là, ils passent les journées et les nuits, les pieds dans l'eau, exposés au bombardement, et ils regrettent le confort des boyaux et abris plus ou moins souterrains qui leur paraissent le suprême du luxe. Faut-il en arriver à regretter un terrier? Ouais. Il faudra bien ensuite que la bataille s'arrête, avant que l'Europe meure. Puissions-nous, vaincre et vainqueurs, être aussi sages, aussi raisonnables que nous avons été courageux. Le 9 avril, elle nous dit « Ô Goethe, ô grand vieillard, prince de Germanie, Gutenberg, Germain de bonne race, je voudrais qu'on se souvînt, mais qu'on se souvînt de tout ce qui prémunirait les Français de demain et d'après-demain contre les engouements excessifs et les rancunes inexpiables. » J'ai trouvé dans les lettres des temps fous là, qui ont été éditées par la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, tout à la fin, c'est le dernier je crois, un poème inédit. Mon fils est mort à la bataille, en Lorraine. Il avait 20 ans. Il faut pourtant que je m'en aille aujourd'hui travailler au champ.
Pour y faucher l'herbe fleurie, j'ai lancé ma faux, mais j'ai peur que la racine alors ne crie dessous quand tombera sa fleur. J'ai levé mon pied sur la tête du mulot qui sort de son nid, et j'ai peur qu'une pauvre bête ce soir ne cherche son petit. Et j'ai peur, si je pars en guerre avec l'ivraie et le chien-dent, de toucher, en piochant, la terre à mon garçon qui dort dedans. Il faut pourtant que je travaille. Je ne craignais rien dans le temps. Mon fils est mort à la bataille. Il est mort, il avait 20 ans. Oh. Ça devait arriver. Terrible lettre. C'est la mère de Marie qui écrit. Chers amis, le 28 avril 1917. Chers amis, je viens vous apprendre le deuil qui nous parvient et qui va mettre le désespoir chez ma belle-sœur. Son fils Louis, le médecin au front, vient d'être tué. Un mot bref de Julien nous l'annonce sans détail. Mon mari et ma fille ont pris le premier train pour Paris afin de porter à ma belle-sœur toutes nos douloureuses sympathies. Marie rentre de Paris quelques jours plus tard. Elle écrit à son parrain. Le 10 mai 1917, chers amis, je suis rentré à Auxerre sans savoir si je ne retournerai pas bientôt à Paris, où j'ai laissé ma pauvre tante dans un état lamentable. Elle était encore trop bouleversée pour me recevoir chez elle, et je ne pouvais rester indéfiniment à l'hôtel. Que faire d'ailleurs pour la soutenir un peu? Elle paraissait désirer la solitude, et maintenant ne peut s'y faire. C'est qu'il y a plus pour elle que la solitude. Solitude malgré Julien, malgré les bons amis, malgré tout un monde qui s'occupe d'elle. Il y a intérieurement une dévastation complète. Louis était tout pour elle, le fils de son esprit et de son cœur. Ils ont vécu ensemble dans une intimité parfaite, se suffisant à eux-mêmes. Pour ma tante, le reste ne comptait pas aux guerres. Et la vie a perdu tout sens pour elle. Comme c'est dangereux de mettre tout son trésor dans un seul être. C'est quelque chose de si fragile et de si vite passé qu'un homme. Le lot naturel de Louis pendant la guerre devait être la sécurité relative. Ses chefs entendaient bien le maintenir au laboratoire où il avait déjà rendu à l'armée et pouvait lui rendre encore de si précieux services. Mais, oubliant qu'il avait couru ses risques, et largement, pendant la retraite de Charleroi, il a tenu, et toutes ses lettres le répètent, à avoir de nouveau, et comme les autres, sa part du danger. Il l'a eu. Le mardi 24 avril, à la tombée du soir,
Il était sorti de son abri pour achever une lecture. Il était non seulement médecin, mais agrégé de philosophie. Pour achever une lecture à la dernière clarté du jour. Pendant qu'il lisait, un obus lui a cassé la tête. Il est mort du coup, et on l'a enterré sur place, nous ne savons pas au juste où, du côté du fameux chemin des Dames ou de Courcy. Toutes les précautions ont été prises par le service de santé pour marquer la place où il repose et où ma tante compte fermement retrouver sa dépouille. Elle ne vit plus que dans ce douloureux espoir. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Oui, les Français ont leur bleuet, les Anglais leur coquelicot. On sait, 30 mai 1917. Prose ou rime est autre chose qu'un souvenir muet. C'est de la pensée vivante, de l'âme qui parle, après que la voix s'est tue. Mais voilà, depuis la guerre, on n'ose plus. Depuis notre dernier deuil, je ne peux plus. J'ai pris en dégoût ma petite œuvre qui ressemble trop à un plaisir. Et puis, voilà le rhume des foins qui va me priver comme d'habitude de la jouissance des beaux mois. Pourtant, la douceur du printemps matin, jusque dans ma petite chambre, une note de merle dans un parfum d'acacia. Et nous avions pleuré avec Noël et toute sa famille le dimanche de septembre où la cathédrale de Reims a été massacrée. Pauvre cathédrale. Maintenant, on s'habitue à ce qu'elle soit détruite pierre à pierre. On l'oublie. On en fait son deuil. En arriverons-nous ainsi, peu à peu,
à accepter la souffrance d'autrui, à n'y plus penser, à dormir tranquillement sur l'injustice. C'est très possible. Et ça me fait mal. Auxerre, 25 juillet 1917. Henri doit être en ligne, non loin de Craonne, où l'on est si mal. Il nous a envoyé hier sa seconde citation à la division, très belle dans sa simplicité. Il nous a parlé longuement des grosses mutineries du front. Il en donne plusieurs raisons, confirmées par ses camarades. D'abord, injustice dans l'attribution des permissions. Insuffisance des officiers, pour ne pas dire plus. Tracasserie au repos, dans des cantonnements qui n'ont jamais, ou presque jamais, été améliorés, et où le soldat est dans l'impossibilité de se refaire, tant à cause du manque de confort, que des multiples exercices inutiles que lui imposent certains chefs, jaloux de se montrer indispensables à l'arrière, quand ils ont évité autant que possible d'être utiles à l'avant. Vexation, blessure de dignité, abus de pouvoir, et voilà les hommes tout disposés à la révolte. Tous nous ont parlé dans le même sens. Et c'est Henri qui m'a prié de vous le dire. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir les papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne peux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut que je vous dise ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des pauvres et se moque des verts. Paris, 5 novembre 1917. J'ai cherché un éditeur. Sont-ce des vers de guerre? Non. Ah, tant mieux. On en a assez. Croyez-vous que j'ai intérêt à attendre la fin de la guerre? Franchement, oui. Auxerre, 7 décembre 1917. Nous avons eu ces temps-ci un autre motif d'inquiétude. Henri a été pris avec 500 ou 600 hommes de son régiment, 1700 de sa division, sous une forte vague de gaz asphyxiant. Mon mois de décembre se passe comme d'habitude, fort occupé à des riens. J'ai gardé la coutume, malgré la guerre, de m'avancer vers Noël, la fête de l'amour, en préparant à chacun des miens une même joie. Une bonne minute qui rit tout à coup au milieu du temps triste, ce temps si long qu'on n'en voit pas le bout. Une joie pour mes soldats. Une joie
pour le jeune ménage, privé par la maladie de tant de bonheur. Une joie pour maman, ma grande enfant qui rit aux bonnes surprises. Une joie pour mon porcher. Ah, vous ne connaissez pas mon porcher, bouvier gardien de toute bête. Ah, pauvre diable disgracié, enfant de l'hospice. Un peu bizarre de cervelle. Une joie aussi pour ma fille. C'est ainsi qu'on désigne chez nous une brave fille du quartier qui a perdu la tête. Une joie encore pour ma pauvre nourrice, votre mari. Merci à vous. Merci à vous. Alors, évidemment, si vous voulez compléter votre culture en matière de lettres de Marie-Noël des Temps Fous, vous avez les livres, le livre que nous éditons à l'occasion de ce centenaire, qui est à votre disposition, bien entendu, au tarif de 20 €. C'est une œuvre de bienfaisance, avec la recette, évidemment. On arrange toujours la maison de Marie-Noël, la maison d'écrivain qui est là-haut. Voilà. Et puis, alors j'ai le grand plaisir d'avoir encore préparé ça et joué ça avec les amis. Voilà. Alain Grivel. Jean-Claude Laverne. Et son harmonica, l'instrument mythique des tranchées. Bravo. L'arme de Londres, Annie Grivel.
Daniel Pangrazi. Et Jean-Guy Merci, messieurs, dames. Non, j'ai dit je t'ai donné une somme à côté. Qu'est-ce que tu veux, Christian? C'est pas grave, c'est joli. Oui, ça va. Du blanc, voilà. Allez, Du blanc, Daniel. très bien. C'est très bien. Je l'ai dit. Très bien. Et